Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots. Je suis Page. Salut Mathieu. On va lâcher le football un peu. On va parler des éphémérides du mois de février dans ton champ d'expertise. Oui. Parlons du poltergeist de Seaford. Écoute, on est le 3 février et notre événement dont je veux te parler aujourd'hui débute un 3 février. Donc, on est le 3 février 1958. Mais avant d'aller plus loin avec cette histoire, tu as probablement vu le film Poltergeist. Oui. Le film original au début des années 80, dont on a refait un remake en 2015, je crois. Donc, ce film, qui s'intitulait La vengeance des fantômes en français, a été l'un des plus gros succès du box-office là, concernant un film de fantômes. Et c'est vrai que c'était une histoire de fantômes un peu au superlatif. Et à cette époque-là, Hollywood n'avait pas encore compris l'idée du plus-value de dire basé sur une histoire vraie. Quelques films avaient annoncé ça, par exemple Amityville en 1979, basé sur une histoire vraie. Mais il va falloir vraiment attendre les années 80 pour que Hollywood comprenne que cette histoire, cette notion-là de basé sur une histoire vraie est particulièrement intéressante pour les cinéphiles. Et aujourd'hui, je te dirais qu'un film sur deux d'horreur ou de fantôme qui sort sur les écrans est basé sur une histoire vraie, même si parfois on est très éloigné du fait divers. La base, là, on s'entend, ça peut être un petit pilotis. Voilà. Et dans le cas présent, on a à peu près ça. Donc, le film en 1982, Poltergeist, est basé sur un cas de poltergeist qui s'est produit à Seaford, à Long Island, dans l'État de New York, en 1958. L'affaire commence le 3 février 1958. On est dans la famille Herman. On a John et Lucille Herman et leurs enfants. C'est John et Lucille Jr. Donc, on ne sait pas beaucoup. Pas qu'on s'en tête. Oh, c'est assez ordinaire. Donc, le 3 février... Suivront leurs enfants de third et de fourth. Voilà. Donc, le 3 février 1958, on est un jour de semaine. Lucille Senior est à la maison. C'est une infirmière. Elle est en congé ce jour-là. Les enfants rentrent de l'école. Ils s'installent à la cuisine pour faire leurs devoirs. Et soudain, des bouteilles un peu partout dans la maison commencent à se débouchonner. Hein? Et même, on parle de bouchons de bouteilles qui étaient vissés. Hein? Elles vont popper. Pof, pof, pof. OK. Et là, on commence à se promener dans la maison. On voit que des bouteilles, que ce soit au sous-sol, que ce soit au premier étage. Imaginons un peu la scène. Hein? C'est un petit bungalow dans un quartier là, relativement moyen, de classe moyenne. Monsieur Herman travaille chez Air France à l'aéroport et Madame Herman, comme je te disais, elle est infirmière. Donc, on fait le tour de la maison, du sous-sol à l'étage, et on constate que des bouteilles, autant dans la salle de bain qu'au sous-sol, dans la salle de lavage et dans la chambre des parents, ont été débouchonnées et renversées. Et en particulier, ça va devenir un peu un sujet de conversation, la bouteille d'eau bénite qui est dans la chambre des maîtres sur la coiffeuse de Madame Herman et sera toujours l'une des bouteilles ciblées. Donc, on remet les bouchons. Madame Herman en parle à son mari. Bon, l'affaire est un peu amusante, mais ça reste là. 2 jours plus tard... Voilà. Notre bruiteur est là. Les bouchons sautent à nouveau. Oui, c'est le fantôme popper lui-même qui était là. Et là, bien sûr, on s'étonne de tout ça. Et la famille commence à suspecter le jeune John d'être responsable. Hein? Il a 12 ans, il aime la science-fiction, les films d'horreur. Et voilà que le dimanche suivant, 3e fois, le phénomène se reproduit. Les bouchons sautent. Monsieur Herman, comme on est un dimanche, Monsieur Herman est à la maison. Il se rend à la salle de bain où John, Junior, est en train de se brosser les dents. Et là, il est convaincu que c'est le gamin qui est responsable de ça. Et alors qu'il parle à son fils, il voit les bouteilles sur le comptoir de la salle de bain. Encore? Donc, il est témoin de vision. Alors là, à ce moment-là, on comprend qu'on n'est pas en présence, à tout le monde, on ne semble pas être en présence d'un canular. Cette histoire-là, l'affaire prend de telles proportions que M. Herman va contacter les services de police qui vont envoyer un policier et un détective sur place qui vont mettre la maison pratiquement sous surveillance 24 heures sur 24. À ce moment-là, la télévision est un médium en plein essor. On installe des caméras de télévision dans la maison des Herman à l'extérieur. C'est véritablement un cirque médiatique qui entoure ça. Et au fur et à mesure que les manifestations vont se passer, donc les semaines s'écoulent, les manifestations deviennent plus violentes. Là, au-delà des bouteilles qui popent, d'ailleurs, on a baptisé le fantôme Popper le fantôme,
au-delà des bouteilles qui popent, on a des objets qui sont littéralement lancés sur les murs, au début des petits bibelots et éventuellement des gros objets comme un tourne-disque. Quand tu te rappelles, dans les années 50-60, ces espèces de mallettes qu'on ouvrait et on faisait jouer nos 40. C'était pas léger, ça? C'était lancé sur les murs. Éventuellement, le 10 mars 1958, l'affaire va s'arrêter. 67 manifestations bien documentées sans jamais trouver d'explication. Encore aujourd'hui, encore récemment, Lucille Junior, âgée de 71 ans, la dernière survivante de la famille, a donné une entrevue devant la maison qui existe toujours et jamais on a trouvé la moindre preuve d'un canular, d'une manipulation, quoi que ce soit. Les phénomènes ont duré pendant 5 semaines et se sont arrêtés. Ça ne veut pas dire qu'il faut croire aux fantômes, mais voilà une bonne histoire de poltergeist dont on n'a jamais trouvé de solution. Monsieur Page, fascinant. Merci. Encore une fois. Popper, hein? Un popper de fantôme. T'avais pas peur de lui, hein? Non! Oh! Hey, on est en forme. C'est dimanche matin. Qu'est-ce que tu veux? On se prépare pour le Super Bowl. Ben oui, imagine-toi. absolument. On va parler de l'histoire qui a touché Vrac Télé hier avec Sylvie Lavallée dans quelques minutes. On s'intéresse au menu du Super Bowl, puis également on ira à Atlanta parler à un résident québécois là-bas.